Bonjour et bienvenue dans la robe numérique. Aujourd'hui, on va parler de caméras intelligentes, mais pas n'importe quelle caméra intelligente, les caméras intelligentes qui se déploient dans nos centres commerciaux. Pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Bouvatier, qui est DG et cofondateur de DJUIS. Bonjour. Bonjour, bonjour Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, avant de commencer et de décrire ce que fait concrètement ce que font ces caméras intelligentes, euh, est-ce que vous pouvez nous parler de ce marché aujourd'hui qui a quand même connu un certain essor, qui est la caméra intelligente dans l'espace public et après plus spécifiquement dans les centres commerciaux? Absolument. Donc, déjà, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir d'être là. Alors, là, en fait, il faut voir que l'essor des caméras intelligentes, c'est surtout l'essor de l'intelligence artificielle. Et ça, il y a deux explications sur ces 10 dernières années. La première, c'est l'augmentation de la puissance des calculs possibles avec les cartes GPU. On a des processeurs de plus en plus puissants, donc qui peuvent traiter de plus en plus d'opérations. Et puis la deuxième, c'est des frameworks de création de logiciels d'intelligence artificielle qui sont devenus disponibles pour les développeurs. Et donc, c'est comme des Lego qui permettent de faire des applications et qui ont permis effectivement aux entreprises de commencer à proposer des services d'intelligence artificielle. La révolution, je pense, c'est le fait que ça fait longtemps qu'on déploie des caméras dans l'espace public avec il y a des rapports de la Cour des comptes qui montrent que c'est plus ou moins efficace. La révolution, c'est que l'intelligence artificielle, elle permet d'automatiser tout un tas de traitements, d'opérations sur ces caméras, avec des finalités extrêmement variées. Et donc, avec ça, de rendre utile et efficace, effectivement, ces caméras. Donc, c'est ça qui est intéressant. Évidemment, ça pose des questions de fond sur les libertés individuelles, parce que les caméras dans l'espace public, c'est des caméras qui captent en permanence des données personnelles. Et donc, c'est important d'encadrer ces finalités. Mais donc, ces révolutions, c'est surtout ça, c'est avant tout une révolution technologique encadré par la loi RGPD. Et donc, DJIS s'est saisi de ces nouvelles technologies pour venir travailler avec les centres commerciaux sur leurs problématiques. Il faut voir qu'aujourd'hui, les centres commerciaux font face à une situation assez inédite pour eux. Alors, nous, on est dedans, les smartphones, l'achat sur Internet, Amazon, se faire livrer. Mais il faut voir qu'il y a 5 ans, ça n'existait pas, ou quasiment pas. Et donc, les centres commerciaux qui, depuis plusieurs dizaines d'années, ont un business model assez simple, qui est de dire, bah, on regarde le chiffre d'affaires aux caisses des magasins, et ça nous indique la valeur d'un magasin. Aujourd'hui, ils sont face à une situation assez inédite, euh, nouvelle en tout cas pour eux, qui est de dire, bah, un magasin peut avoir des milliers de visiteurs et ne faire aucun chiffre d'affaires. Là, on parle d'un showroom. Et donc, la question qui leur est posée, c'est comment on fixe la valeur d'un magasin quand il n'y a plus de chiffre d'affaires dans ce magasin. Comment on fait pour déterminer le juste loyer de ce magasin. Et en fait, vous voyez bien que là, ce qui reste et ce qui est pérenne, c'est le trafic dans ces magasins, savoir combien de personnes passent devant la boutique, combien de personnes vont dans la boutique, est-ce que les personnes qui vont dans cette boutique vont aussi dans des boutiques de même catégorie, combien de temps ils y restent. Et donc, pour pouvoir répondre à toutes ces questions, ben, les centres commerciaux, ils ont besoin de statistiques. Et nous, notre métier, c'est de produire ces statistiques à partir de caméras qui sont disposées au plafond. Alors ces caméras, soit c'est les caméras de vidéosurveillance déjà existantes, donc on vient rajouter un traitement temps réel sur ces caméras qui génèrent des statistiques, soit effectivement on rajoute quelques caméras pour les points de mesure qui sont pas couverts. Voilà Alors notre métier. quand vous dites, que ça vous donne de la statistique, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Quelle typologie de données vous remontez? Quelle typologie l'intelligence artificielle traite comme données? Ouais. Puisque, quand vous dites statistique, moi j'entends absence de données personnelles. Absolument. Alors ça, c'est totalement vrai. Et d'ailleurs, c'est un point central dans la solution. Enfin, c'est une des raisons même de la solution technique qu'on a développée. C'est d'intégrer les principes fondateurs du RGPD, de data minimization, de privacy by design, par exemple. Donc,
à la base, il y a des personnes qui marchent dans les centres commerciaux. Les caméras captent les images de ces personnes et ensuite, on va donner ces images en temps réel à un serveur qui est déployé localement dans le centre commercial. Et donc, ce serveur en temps réel, alors le temps réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les images, elles sont supprimées dès qu'elles sont traitées. Donc, en quelques millisecondes, on supprime les images. Ça, c'est un point hyper important. Et donc, en fait, l'intelligence artificielle, donc c'est des réseaux de neurones, ils prennent l'image et automatiquement, ils sont capables dessus de détecter les personnes qu'elles voient. Ils sont capables ensuite de les compter. Les intelligences artificielles, donc après, sont capables de segmenter ces personnes par genre, par groupe d'âge, et enfin, ils sont capables de générer des statistiques intercaméras, c'est-à-dire, par exemple, si on a une caméra sur un magasin Apple et une caméra sur un magasin Fnac, ben, on va être capable de savoir quel est le pourcentage de visiteurs qui vont et chez Apple et à la Fnac. Voilà. Mais c'est toujours des statistiques agrégées. On ne fournit à nos clients aucune donnée individuelle. Est-ce que ça veut dire qu'en temps réel, l'analyse conduit à un certain nombre de critères qui rend cet individu que la caméra a identifié un peu unique et qui du coup dit bah, ces caractéristiques-là sont un peu uniques, donc on sait qu'elle est allée à la Fnac et on sait qu'elle est allée chez Apple, Oui, et que l'individu à côté, qui est cependant pas identifiable, est allé à la Fnac et chez Carrefour, mais n'est pas allé chez Apple. exactement. Mais alors, c'est exactement ça. Mais en fait, si vous voulez, on a rajouté une étape de traitement en plus. Parce que là, vous êtes à l'étape où on a les données individuelles. Mais nous, on a rajouté un traitement qui fait que ces données individuelles, elles vont être interrogées pour remplir des tables statistiques. Et c'est ça qui est fondamental. Et d'ailleurs, ça, à la base, en toute transparence, on n'y avait pas pensé en 2018. Et en fait, c'est en travaillant avec notre conseil juridique sur les données qu'on s'est rendu compte qu'il fallait aller plus loin dans la protection des données. Et donc, on a rajouté ce traitement d'anonymisation. Et donc, ces données-là, elles sont transformées en statistiques et c'est ces statistiques qu'on conserve. Toutes les données individuelles, elles sont supprimées à la volée. Oui, donc ça veut dire qu'on sait pas qui, mais on sait qu'un bonhomme est allé dans deux endroits à la fois. Et on sait que c'est bonhomme 1, mais on ne sait pas Alors, qui est bonhomme 1. on sait ça pendant un certain laps de temps, pendant quelques heures. Ça, en fait, c'est un tag, c'est-à-dire que c'est plus déjà une image, donc c'est plus une donnée personnelle en clair, c'est une donnée personnelle qui a été anonymisée. Et ensuite, une fois que cette donnée est anonymisée, elle est agrégée dans un ensemble statistique pour pouvoir fournir à nos clients que des statistiques qui n'ont donc plus du tout d'enjeu RGPD. Voilà. Donc l'enjeu RGPD, nous, il est traité extrêmement rapidement, mais ça, c'est important pour effectivement s'assurer que les traitements maximisent les libertés individuelles. Alors, un point fondamental, c'est que le tag, à partir de quoi il est généré? Il est généré à partir de l'apparence vestimentaire. Donc, vous savez, quand on parle d'images et de données personnelles, il y a pas mal de débats sur ce que sont les données biométriques. Les données biométriques, c'est les données qui permettent systématiquement de réidentifier quelqu'un. Donc, il y a les empreintes palmaires, nos doigts, il y a l'ADN, et puis il y a les visages. Quand on a une de ces trois données, on est systématiquement capable de matcher quelqu'un. Nous, en fait, on a développé une solution qui fonctionne que sur l'apparence vestimentaire. On le prouve, on a des démos assez convaincantes qui montrent effectivement que le logiciel ne sait pas gérer les visages. Et donc, si jamais vous échangez votre veste avec votre copine, bah, le logiciel, il va penser que vous devenez votre copine. Et en fait, c'est fait exprès. C'est fait justement pour minimiser la potentielle intrusivité de la solution. Donc, quand les gens ont un coup de chaud, qu'ils enlèvent leur veste, ben on les perd. Mais c'est pour donner des données statistiques de tendance, de fréquentation de centres commerciaux. C'est pas du tout une finalité de suivi individuel. Et c'est ce que je disais au début de l'interview, c'est que effectivement, il faut bien voir que quand on dit caméra dans l'espace public, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, mais c'est important de distinguer les finalités. Nous, on génère des statistiques sur les flux piétons, on s'en fiche de perdre quelqu'un parce que c'est pas ça qu'on fait. Il y a d'autres technologies qui sont là effectivement pour traquer les individus de manière très précise. Alors, on voit bien que ces technologies-là, elles sont potentiellement beaucoup plus dangereuses si elles sont mises dans les mains
de mauvais opérateurs, en tout cas de personnes mal intentionnées. Nous, en fait, avoir des stats de fréquentation dans les mains de personnes mal intentionnées, c'est pas bon, mais ça peut pas faire beaucoup de mal aux visiteurs. Alors qu'une solution qui permet d'aller chercher précisément une personne à partir d'une photo, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, c'est hyper important aujourd'hui de comprendre effectivement la technologie qui permet de générer ces données et ensuite de distinguer les finalités de ces technologies, comment on les utilise, pourquoi on les utilise et quels moyens de sécurité on met en œuvre en face. Et je pense que ce travail, il est engagé avec la CNIL. On a vu que la CNIL, en janvier, a fait une consultation publique qu'on salue avec le groupe de travail Il y a de confiance de l'ACN, de l'Alliance pour la confiance numérique, dont je fais partie. Et il faut continuer en fait à travailler avec la filière française et les autorités publiques pour donner un cadre de déploiement de ces technologies qui permettent effectivement, d'une part, aux citoyens de circuler et de vivre librement, et ça, c'est absolument fondamental, et d'autre part, qui permettent aux entreprises d'avoir des clés de lecture assez simples et activables pour effectivement pouvoir se développer et pouvoir opérer dans un câble pérenne. Il faut voir qu'aujourd'hui, par exemple, le fait de coupler une solution d'analyse temps réel de trafic dans les villes au système de voirie, au feu rouge, en l'état, à droit constant, c'est plutôt illicite. Alors que l'usage et l'utilité pour la communauté, pour la société, il est assez simple et évident. Et donc, effectivement, on a besoin de faire ce travail d'encadrement pour que les libertés individuelles soient préservées, défendues, et pour que les entreprises, en parallèle, puissent créer de l'emploi, se développer et défendre la compétitivité et la souveraineté française. Alors justement, comme vous en avez parlé, on pourrait rebondir dessus. C'est pas péjoratif, vous êtes plutôt un acteur en développement. Vous êtes pas une multinationale établie sur les 5 continents encore. C'est tout ce qu'on vous souhaite cependant. En revanche, même en tant que start-up, vous avez quand même décidé de rejoindre l'ACN, qui est donc l'Alliance pour la confiance numérique. Oui. Ce choix, en tant que, entre guillemets, je mets plein de guillemets, petit, il répondait à quoi? Parce que moi, je trouve que c'est très pertinent, mais je pense que c'est bien de rappeler de comment ça, enfin, pourquoi on fait ce choix et à quoi ça va répondre, alors que tout seul, vous pouviez pas y répondre. C'est une très bonne question. D'abord, je dois avouer que nous, on a une ambition de devenir grand. Et donc, quand on pense grand, bah, faut penser plus loin que les frontières françaises. Et donc, c'est vrai que il y a des choses qui se passent par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a des textes qui sont discutés au niveau de l'Europe. Donc, on regardait ça de loin, ce qui a catalysé en fait notre démarche juridique, si je peux dire, c'est effectivement des échanges qu'on a eu avec la CNIL en 2021 où leur vision et leur compréhension de ces sujets de caméras intelligentes était assez large. Et on s'est rendu compte que la CNIL avait besoin de discuter avec les entreprises françaises, pas seulement avec DJI, mais avec toutes les entreprises qui font des caméras intelligentes dans l'espace public, parce qu'on voit bien qu'en fait, il y a plein de finalités, donc il y a plein d'acteurs. Et la CNIL avait besoin de discuter avec cette filière et pas seulement avec DJI. Et ça, c'est un premier constat qu'on a fait en 2021. Du coup, j'ai rencontré Johan Cassianidis qui a été hyper à l'écoute, avec qui on a très rapidement pensé créer un groupe de travail IA de confiance au sein de l'Alliance pour la confiance numérique. Et en fait, j'ai cofondé avec lui ce groupe de travail qu'aujourd'hui je co-préside. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour pouvoir en fait donner un cadre de discussion aux entreprises de la filière avec les instances publiques. Et en premier lieu, la CNIL, parce qu'il y avait des actualités assez chaudes sur les caméras dans l'espace public. Est-ce que vous diriez que du coup, votre parole, elle est plus entendue parce que vous êtes regroupés? Disons que c'est pas juste DJI tout seul qui s'exprime, mais une Alors, économie en fait. absolument. Et après, vous avez raison sur un truc, c'est que nous, on est une petite boîte. On se le cache pas. Aujourd'hui, on est 30 collaborateurs. À 30 collaborateurs, on peut pas
on n'a pas la puissance de frappe de boîtes de multinationales avec des départements de juristes où ils sont plus de 150. Donc évidemment, il faut réussir à travailler et avancer et le faire intelligemment. Et le faire intelligemment, c'est aussi partager ces sujets et travailler ensemble avec les acteurs qui ont les mêmes problématiques. Donc c'est pour ça qu'on a voulu se rassembler. Oui, et puis c'est presque un travail de lobbying, en fait. C'est pas uniquement un travail de juriste, c'est aussi un travail pour faire comprendre l'enjeu, au-delà du pur juridique, c'est aussi faire comprendre l'enjeu d'une filière, en fait, l'enjeu d'un métier et les conséquences d'une décision ou d'une autre, enfin en tout cas d'une prise de position ou d'une autre. Absolument. Alors, nous, juste là-dessus, on n'est pas trop à l'aise avec le terme de lobbying parce que dans le lobbying, on met les intérêts interprofessionnels défendus carte sur table et aussi les agents d'influence qui travaillent dans l'ombre pour des entreprises de tabac ou de pétrole. Nous, toute la démarche, même si effectivement la définition elle est large et donc Le elle est vrai lobby, c'est pas de travailler dans l'ombre, c'est d'afficher qui nous paye exactement. et ce qu'on en fait. Bah, Donc, je suis totalement aligné avec vous, mais voilà, le sens public, quand on pose aux gens la question autour de nous, parfois il est un peu galvaudé mm. et on pense aux hommes de l'ombre. Oui, Nous, c'est effectivement, la sensation française, ça, parce que outre-Manche, c'est pas tout à fait vécu comme ça, mais effectivement, je suis d'accord avec vous. et donc du coup, je dis juste ça pour dire qu'effectivement, c'est représenter les intérêts en toute transparence de la filière. C'est se concerter sur notre lecture des textes de loi, dire ce qui nous paraît pertinent, ce qui nous paraît contraignant, ce qui nous semble être à développer. Par exemple, on est tous demandeurs d'un cadre légal beaucoup plus simple à activer, beaucoup plus simple à lire et donc à utiliser pour tout ce qui traite des caméras dans l'espace public. L'exemple que je prenais tout à l'heure, pour moi, c'est un exemple qui est assez pertinent, mais aujourd'hui, il faut voir que les responsables juridiques dans les entreprises, ils sont à la peine pour lire tous les textes qui traitent de la vision par ordinateur dans l'espace public. Et du coup, les projets commerciaux, les projets de déploiement, l'adhérence à ces technos est vachement freinée. Et ça, c'est un vrai problème français de souveraineté, de compétitivité, de développement économique. Donc, on est pour voilà avoir des grilles de lecture, des classifications, des finalités de solutions de caméras intelligentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on promeut et qu'on recommande à la CNIL, par exemple, avec qui on dialogue. Voilà. Alors, bon, on va retourner un petit peu sur. Merci beaucoup en tout cas, parce que je pense que c'est très intéressant d'avoir ce regard aussi de compréhension d'impact de la filière en fait de l'écosystème et de ses enjeux. Alors, pour retourner sur DJIS, aujourd'hui, vous adressez principalement les grands centres commerciaux, hein, les centres commerciaux régionaux. Euh, Comment ça se passe là, s'il y en a s'il y a un directeur de centre commercial qui nous écoute? Comment ça se passe la mise en œuvre de DJIS déjà sur un plan commercial? Vous fonctionnez avec des licences? Comment ça se met en œuvre? Alors, nous, effectivement, d'abord, on discute avec les foncières commerciales, donc les propriétaires des centres commerciaux. On leur explique le type de données statistiques qu'on peut leur fournir, comment on peut travailler ensemble. Si un client est intéressé, dans un premier temps, on va faire une étude de couverture vidéo, parce que c'est l'intelligence artificielle, c'est génial, mais c'est pas magique. Les caméras, elles peuvent pas analyser ce qu'elles ne voient pas déjà. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre la couverture vidéo. Et puis, une fois que la couverture vidéo existante, elle est comprise, on regarde s'il faut rajouter ou pas des caméras. On fait une recommandation en ce sens au client qui, du coup, peut étendre son périmètre de caméras. Et puis ensuite, effectivement, le logiciel de traitement d'image qui génère des données statistiques, il est distribué avec une licence, qui est une licence annuelle et qui est déterminée par le nombre de points de mesure à couvrir. Voilà. D'accord, donc c'est assez simple au final. Vous Oui, partez de l'existant. on part de l'existant, on valorise l'existant, et du coup, un centre commercial qui utilise une solution comme la nôtre, il a un avantage, c'est que
il va utiliser le même réseau de caméras pour ses enjeux de sûreté et ses enjeux d'analyse de flux, de marketing, de comptage. Ok. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui est différenciant par rapport à ce qu'on voit sur le marché, parce qu'aujourd'hui, la norme, c'est de déployer des caméras pour la sûreté et déployer d'autres caméras spécialisées que pour le comptage. Et donc, d'avoir deux réseaux de caméras indépendants et cloisonnés, ce qui est un peu dommage en termes d'optimisation budgétaire. Ce qui veut dire que vous pluguez sur la caméra qui est là pour la sécurité, mais en fait, le traitement part d'un côté pour la sécurité sur le même flux vidéo et de l'autre, il part pour la statistique chez vous, en fait. Exactement, ouais, exactement. OK. Alors, pour la sécurité, ça changerait au traitement qui est déjà en place. D'ailleurs, Mmh. vous savez qu'il y a des finalités propres et qui sont pas du tout les mêmes que nous, donc c'est une autre analyse d'impact. Mais en tout cas, pour nous, Oui. le flux vidéo, il est traité en temps réel sur des serveurs qui sont déployés localement et on génère à partir de ça des statistiques, voilà, qu'on fournit au client. Et le Alors, client n'accède qu'à des statistiques avec notre logiciel. Il peut pas accéder au flux vidéo, par exemple. est-ce que, question un peu idiote, mais est-ce que, la réglementation sur le pass sanitaire et cetera, sur, les jauges, dans les centres commerciaux, ça a un peu accéléré, les demandes clients? Est-ce Alors, que finalement c'était une manière, ça aurait été une manière de dire, on va contrôler si on est à 2 000 personnes, 3 000 personnes, on ferme les portes, on laisse ouvert, on refait un petit peu passer le flux, de personnes de ce côté-là, enfin? absolument. Alors, effectivement, pendant la crise sanitaire, on a demandé au commerce de mettre en place des jauges. Et donc, un moyen de mettre en place ces jauges était de déployer des solutions technologiques qui permettaient de le faire, comme celle de DJIS, ou de déployer des agents aux entrées des sites avec des compteurs manuels. Nous, on a décidé de ne pas aller sur cette opportunité business. On s'est pas mis à vendre des masques chirurgicaux et puis on s'est pas non plus mis à vendre des jauges parce que notre conviction c'était que ça serait un besoin assez passager et nos solutions elles sont pertinentes pour les grands centres commerciaux pour gérer les flux d'un point de vue granulaire quand vous avez plus de 100 boutiques et que vous voulez faire des analyses comparatives entre les fréquentations des différentes boutiques. En revanche, c'est vrai qu'on n'est pas très bien positionné pour faire du comptage aux entrées. Et la raison pour ça, c'est que nos clients, en fait, ils achètent pas que du comptage, ils achètent du comptage et de la segmentation. Parce que pour eux, c'est important de pouvoir distinguer des familles, de bandes d'amis, de couples seniors. Et donc, c'est ça l'information qu'ils viennent chercher, c'est du comptage segmenté et aussi des cross-visites, donc les données de parcours entre les boutiques, les données qui permettent de comprendre le temps passé dans le centre. Et c'est tout ça que nos clients achètent. Ce n'est pas que la jauge de comptage. Et donc, pour le dire de manière beaucoup plus directe, on est très mal positionné en prix contre des solutions de jauge de comptage qui ne font que du comptage bête et méchant. Voilà. OK. Donc pour résumer, juste pour que je comprenne bien, DGIS permet, du coup, in fine à son client, peut-être de réorienter du flux, enfin, des clients, des personnes, des individus. Si on constate par exemple qu'une boutique est un peu, laissée à l'abandon, on pourra travailler avec elle au niveau, commercial, marketing, visibilité pour Ouais. répartir? Alors, en fait, ouais, je vais essayer de prendre un exemple un peu plus concret pour vous montrer comment nos clients utilisent nos données. Parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai parlé des données, mais pas exactement de la manière dont ils les utilisent. Par exemple, imaginez que vous avez un centre commercial, d'accord, en périphérie d'une grande ville française, en périphérie de Lyon. Vous avez une centaine de boutiques, et puis vous êtes responsable de la commercialisation de ce centre, et vous voulez faire venir une joaillerie. D'accord? Et ben, vous allez avoir envie de montrer à la joaillerie que vous voulez faire venir que effectivement, un, il y a du trafic dans votre centre, sinon ça n'a aucun intérêt. Deux, que ce trafic il est qualifié. Et trois, que ce trafic il serait plutôt demandeur d'une joaillerie. Et donc pour pouvoir fournir cette analyse, eh ben vous allez un des moyens de le faire, c'est effectivement d'analyser les données de fréquentation du site et de montrer par exemple que aujourd'hui vous avez que une joaillerie et que en fait sur l'ensemble de la population
de votre centre, ben vous avez déjà une saturation de cette joaillerie. Ce qui indique que effectivement, a priori, cette joaillerie, elle est plutôt en besoin. Enfin, l'offre de joaillerie est sous-staffée. Et donc, vous voyez, on va être capable de donner aux équipes en charge de la commercialisation des centres des données pour aller commercialiser les centres, des analyses sur la fréquentation de leurs centres pour les aider dans leurs discussions avec les preneurs, avec les chaînes de magasins. Et du coup, ce serait pas pour optimiser le centre une fois qu'il est rempli, en fait? Alors là, j'ai donné un cas d'usage, mais il y en a plein d'autres. Il y a effectivement après l'optimisation du centre une fois qu'il est rempli. Par exemple, si dans ce même centre vous avez 8 boutiques de mode femme, vous allez avoir envie de savoir si effectivement ce catalogue de mode femme, il est complémentaire. Est-ce que les visites des magasins de femmes, elles sont homogènes et les femmes en moyenne vont visiter 2, 3, 4 boutiques et est-ce que c'est bien distribué? Ou est-ce qu'il y a des boutiques dans ce catalogue de mode femme qui sont isolées et en fait qui ne correspondent pas à un parcours de visite type. Et si elles sont isolées des autres modes femmes, bon, ben il faut savoir si elles sont du coup visitées de pair avec d'autres boutiques. Et vous voyez, cette analyse, elle permet de comprendre si le catalogue, le mix, on appelle ça le mix merchandising, le mix de magasins, il est optimisé, il est pertinent. Voilà. Et donc c'est ça que c'est par exemple ce genre de problématique que nos données, l'analyse de nos données permet de traiter. Et donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est on a deux niveaux de service de la donnée en réalité. On a un dashboard qui est disponible sur Internet et qui permet effectivement de consulter de manière autonome toutes ces données. Et puis on a une équipe de consulting qui peut accompagner les clients dans des analyses un peu plus pointues, un peu plus fines, un peu plus circonstanciées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas deux centres commerciaux qui se ressemblent. Chaque centre commercial est unique. Alors justement, j'ai une autre question. Est-ce que ça fonctionne dans la rue? Parce qu'il y a des centres commerciaux. Alors là, je pense, je vais mettre ma casquette d'élu quelques secondes. Oui. Euh, alors effectivement, il y a personne qui commercialise le contenu d'une rue passante, commerçante, voilà, parfois même piétonne, parfois même où on n'a qu'une entrée, qu'une sortie de la rue. Oui. On peut pas, voilà. Il y a aussi des centres commerciaux à ciel ouvert. Oui. Est-ce que votre technologie, elle fonctionne sur ces environnements aussi? Et je pense notamment aux rues et à enfin souvent la volonté des mairies de redynamiser enfin les centres-villes et donc de faire cette analyse de savoir est-ce que ça fonctionnerait. Alors oui, absolument, ça fonctionne dans la rue, ça fonctionne en intérieur ou en extérieur. On n'a pas de contraintes liées à l'environnement. Ensuite, pour les rues, il y a d'autres solutions parfois qui sont beaucoup plus faciles à déployer sur l'analyse du trafic. Je pense notamment à toutes les données qui peuvent être toutes les données toujours statistiques qui peuvent être captées grâce aux opérateurs téléphoniques, par exemple. Orange fournit un service de données statistiques sur effectivement leurs clients. Et donc, ils ont des données sur les mobiles dans les villes qui permettent déjà de répondre à pas mal de questions de manière beaucoup plus simple parce que, en fait, il n'y a pas besoin de déployer de caméras, il n'y a pas besoin de déployer de logiciels, les données sont déjà là. Donc, souvent, en fait, il y a des contraintes opérationnelles qui font que d'autres sources de données sont plus pertinentes que celles que nous, on a. Après, techniquement, si jamais, par exemple, on parle d'une ville dans laquelle les caméras sont existantes et en fait, il suffit juste de commencer l'analyse, eh bien, la réponse est oui, on peut tout à fait venir analyser ces caméras. Oui, dans les cœurs de ville, de plus en plus, quand même, il y a des installations de caméras, notamment pour la sécurité des individus et des biens. Donc, c'était le sens de ma question. OK. Absolument. On arrive à la fin du podcast. Donc, mes deux traditionnelles questions. Nicolas, à quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui? Euh, on m'a jamais posé cette question et c'est une très bonne question. Euh, On m'a dit je- non aux épinards, hein, donc surtout, n'hésitez pas. D'accord. Non, moi j'ai envie de dire non au renoncement d'une société
dans laquelle les hommes vivent en harmonie. Voilà, c'est peut-être un peu dit avec des mots un peu à trois syllabes, même s'il n'y en a pas dans cette phrase. Mais mon point, c'est que je renoncerai jamais, par exemple, dans l'éducation de mes enfants, à leur apprendre des valeurs de citoyenneté, de vivre ensemble. Et ça, enfin, je pense que voilà, il y a des situations en Ukraine. La situation en Ukraine nous rappelle ce que ça vaut de vivre en harmonie. Euh, on a tous été choqués par cet acteur américain là qui a giflé un présentateur parce que la blague était pourrie et était déplacée, mais la violence l'était tout autant. Et je trouve que aujourd'hui, c'est important de défendre voilà des valeurs citoyennes. Donc ça, je dirais non, voilà, à la violence dans la société. Et à quoi, du coup, avez-vous envie de dire oui? À quoi j'ai envie de dire oui? J'ai envie de dire oui. Et j'ai envie de dire oui au. J'ai envie de dire oui à la compétitivité française. J'ai envie de dire oui à la souveraineté. J'ai envie qu'on ait des entreprises qui valorisent l'excellence académique et le dynamisme des Français. Et pour ça, j'ai envie de dire oui à des instances publiques comme la CNIL qui sont ouvertes et qui travaillent intelligemment avec les citoyens, avec les entreprises pour effectivement aider à favoriser un cadre, un marché dans lequel les libertés individuelles et les entreprises peuvent s'épanouir. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Je trouve que c'est un super mot de la fin. Personne m'avait encore dit oui à la CNIL, alors je trouve que vraiment c'est chouette. Merci profondément pour ces minutes passées sur le podcast de la robe numérique. Évidemment, vous revenez quand vous voulez pour nous parler d'IA de confiance et de caméras intelligentes, et on vous souhaite toute la réussite possible pour le projet d'IGIS. Merci beaucoup, Oriana.